Alors, donc, On se comprend. on va commencer donc la table ronde sur le sujet de la durée de vie, plus c'est long, plus c'est bon. On va commencer par une petite présentation de chaque intervenant pour se dire bonjour et dire qui on est, d'où on vient. On a une petite phrase rapide qui commence. Allez-y. C'est une bonne idée, oui. Bonjour, moi c'est Florent et j'ai un studio qui s'appelle Casus Ludi. On fait de la médiation par le jeu et on s'apprête à faire un jeu bizarre. Comment enchaîner Maxime, duo de Game Next Door, enfin membre du duo de Game Next Door, une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo. Voilà. Retroxidia, une collectionneuse de jeux vidéo qui a une chaîne YouTube qui parle beaucoup de collection de jeux vidéo et grande amatrice de jeux de rôle. On recule un peu. Pierre-Louis, alias Lord Biff, musique, je joue aux jeux vidéo. Et je fais de la musique de jeux vidéo aussi, donc des arrangements et de la composition. Alors, moi je m'appelle Pierre Albissière, je suis né le 2 décembre 1995 à Croix, une petite ville du Nord. Pendant toute mon... Non, je déconne. J'arrête. Non, je m'appelle Pierre, je suis plus connu sur Internet sous le pseudonyme Olbius. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai une chaîne YouTube dédiée à l'analyse au départ de jeux vidéo, maintenant à plus d'aspects, on va dire, que simplement l'analyse de chaîne un peu fourre-tout, où j'y mets ma vision, si vous voulez, du jeu vidéo. En dehors de ça, j'ai bossé un petit peu pour le site Gamecult, pour ceux qui connaissent. Ça permet un peu de situer. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc Hugo, je suis la deuxième tête de Game Next Door et on travaille aussi sur une émission qui s'appelle Loop, qui est diffusée actuellement sur Gamecult. Voilà. Natacha, donc il y a quelques années sur YouTube, je faisais une chaîne avec une amie où on parlait des jeux vidéo uniquement sous l'angle scénaristique. Maintenant, je sévis sur YouTube uniquement pour parler de ma deuxième passion, à savoir l'histoire des arts. Mais je joue toujours beaucoup, majoritairement à des RPG. Eh ben, très bien, très bonne présentation. Et Chloé? Voilà, moi c'est Chloé, donc de l'association Canne à Sucre Production, qui est du coup l'association organisatrice du Play de Festival. Voilà. Qu'on peut applaudir. Bon, du coup, rentrons dans le vif du sujet, je te laisse commencer. Alors, premièrement, qui est-ce qui veut s'essayer à une définition du RPG, justement, pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec ce type de vocabulaire? Définir le RPG comme ça. Vas-y Pierre. Ah non, mais vous avez dit que vous étiez tous les deux amatrices de... Je suis désolé. Pour moi, c'est des jeux à scénario, des jeux où les personnages montent de niveau, évoluent, où on suit une trame scénaristique. En général, c'est des jeux qui sont assez longs, où il y a un système de progression, d'équipement, de loot. C'est difficile à définir comme ça de but en blanc, mais je sais pas si... Il y a d'autres choses. Je sais pas, après, je pense que beaucoup de gens ont une définition propre que littéralement le RPG c'est le role-playing game, donc le jeu de rôle. Par exemple, moi j'ai vachement de mal, je sais que la série The Witcher c'est considéré comme un jeu de rôle, mais moi j'ai vachement de mal à jouer à un jeu de rôle où on m'impose un personnage. Parce que j'arrive pas du tout à me projeter dans le personnage qu'on me dit, ah là, tu t'appelles Gerard, t'es amnésique, t'es machin, t'es un homme blanc, t'es le mal alpha. Je suis, oui d'accord, mais en fait moi j'ai pas envie d'être Gerard, mal alpha, amnésique. C'est tout. Et donc voilà, c'est par exemple, pour moi j'ai vachement de mal à voir The Witcher comme un jeu de rôle. Et je pense qu'après, c'est comme plein de jeux, on a chacun sa définition propre, mais effectivement, en général, les RPG sont vraiment des jeux très courts, puisque c'est le sujet de la table ronde. Effectivement, ouais, le RPG, c'est aussi une histoire de mécanique et de code ludique. Et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est effectivement du loot. Ça va être très souvent aussi des jauges d'expérience. Ça va être de l'équipement, beaucoup de statistiques. C'est un peu le cœur de la chose. On le retrouve à la fois dans les RPG où on va complètement créer son personnage de zéro, comme les RPG du style de The Witcher. Donc c'est aussi tout un ensemble de codes ludiques. Et pour en revenir au sujet qui est donc la durée de vie, c'est aussi, à côté du scénario, principalement ces codes ludiques qui fonctionnent beaucoup sur la durée, parce qu'il y a un engagement dans la progression qui se fait vraiment sur le long terme. Et c'est pour gagner de l'expérience, gagner du loot, gagner des équipements, monter ses stats. Et ça, disons que c'est vraiment intégré dans ces jeux-là, et ça prend du temps de monter ces trucs-là.
Sans forcément être un expert, il y a juste un petit point qui peut être intéressant à ajouter, c'est que le jeu de rôle, à la base, ça vient du jeu de rôle tel qu'on le connaît dans les cercles de rôlistes, c'est-à-dire du jeu de rôle sur table. Et en jeu vidéo, on a retranscrit un certain nombre de codes qui étaient au départ des codes du jeu de rôle sur table. Et même si je ne suis pas spécialement rôliste, le jeu vidéo ensuite a un petit peu dérivé, si vous voulez, de cette origine première, avec toute cette notion de compétences et de statistiques qui, dans l'idée, est présente dans le jeu de rôle papier, enfin le jeu de rôle sur table plutôt, mais qui n'est pas fondamentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, je pense que ça peut être un point qu'on va aborder, on a tendance à résumer le jeu de rôle à cette histoire de statistiques, à cette histoire de jeu vidéo. Je prends l'exemple du dernier Assassin's Creed qui a mis en place tout un système d'augmentation de niveau, d'équipement, de statistiques, de compétences. Et du coup, on le considère de fait comme un RPG sans forcément poser plus de questions que ça sur l'évolution du personnage, la possibilité de le façonner, en tout cas dans sa personnalité. Et c'est vrai que le jeu de rôle, dans l'essence, au départ, c'était plutôt ça, et pas seulement une affaire de statistiques, quoi. Voilà. Et non, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant parce que un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, c'était Baldur's Gate. J'avais jamais touché à un jeu de rôle papier à l'époque et je comprenais rien. Je voyais pas pourquoi on me disait jet de dés. Un D4, 2 dégâts, mais quoi? Et c'est après quand j'ai découvert le jeu de rôle plateau, tout d'un coup Baldur's Gate a pris sens à mes yeux et j'ai remarqué que c'est un truc qui a complètement disparu du jeu vidéo par exemple, alors que c'est un truc hyper important alors pas complètement disparu du jeu vidéo mais des jeux vidéo mainstream et des RPG mainstream, on ne trouve plus du tout cette notion de lancer de dés et d'aléatoire et comment? Arrête de m'interrompre s'il te plaît. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une dimension qu'on a complètement laissée de côté aujourd'hui dans les RPG mainstream. Peut-être un dernier point, et puis après on pourra passer au cœur du sujet. Dans le jeu de rôle, il y a aussi cette notion d'univers qui est fondamentale, dans la mesure où en fait, les personnages d'un jeu de rôle évoluent dans un système de règles narratives qui sont donc les règles de l'univers et qui sont pour la plupart des jeux de rôle, même si des jeux de rôle réalistes existent, pour la plupart des jeux de rôle, des règles fictives, donc des univers imaginaires. Et donc le jeu de rôle, dans cette perspective-là, est un petit peu le digne héritier des mondes d'heroic fantasy, des livres dont vous êtes le héros, et de toute cette profusion de création de mondes fictifs qui a démarré il y a très très longtemps, mais qui aujourd'hui se décline dans plusieurs genres, que ce soit la science-fiction, que ce soit l'horreur avec des auteurs comme Lovecraft, que ce soit l'heroic fantasy. Le jeu de rôle est un petit peu dans cet univers-là de monde imaginaire. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de jeux de rôle inspirés par exemple du Seigneur des Anneaux, de Lovecraft. Donc il y a vraiment cette idée d'univers qui est au centre du jeu de rôle aussi. Je suis désolée, ça fait un peu conversation à deux. Je rebondis encore sur l'histoire, la question de l'univers. C'est aussi ce qui rend les jeux de rôle parfois très longs. C'est si on veut vraiment les explorer à fond, il y a une quantité de choses à lire. Si on veut bouquiner, je sais pas, les livres de Skyrim, si on veut lire les codex de Dragon Age ou de Mass Effect pour connaître l'univers à fond, c'est aussi ça qui peut rendre les jeux à la fois très riches et aussi très très longs. Et puis on parlait du transmédia hier, paraît-il, justement, pareil. Après, du coup, il va y avoir des livres sur l'univers, etc. Et puis donc tout ça pour revenir un petit peu à la durée de vie. Voilà. Gardez le micro. Ok, pardon. On a chacun notre micro, comme ça c'est plus simple. Et de votre côté, vous n'avez rien à ajouter? Si, pour refaire le lien entre RPG et durée de vie, c'est vrai que les jeux de rôle papier ont précédé les jeux de rôle informatiques, évidemment, et que les jeux de rôle informatiques ont été faits par des gens qui avaient fait des jeux de rôle papier et qui voulaient les porter en numérique, et qui se sont retrouvés confrontés à, je pense, l'impossibilité, encore aujourd'hui, de transcrire toute une partie de ce qui faisait le jeu de rôle dans l'informatique, à savoir la partie improvisation et la partie sociale, qui sont des choses qui sont faisables quand on a un humain qui gère l'univers, et qui sont beaucoup moins, enfin improvisation cohérente, qu'ils sont beaucoup moins quand c'est un ordinateur qui doit le faire.
Et du coup, ils ont traduit tout le reste, ce qui était possible, c'est-à-dire la partie système, système de règles, système de compétences, etc. Même si ce n'est pas la norme dans tous les jeux, c'est quand même en grande partie, ça fait, notamment les vieux jeux étaient très orientés statistiques, depuis beaucoup plus d'expériences un peu différentes, qui s'attachent principalement à la narration, aux interactions, etc. Mais voilà, et sur cette base-là, après il y a des courants. Vous avez parlé de Witcher comme un RPG, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les action RPG, c'est-à-dire que ça emprunte au RPG le concept d'évolution de personnages, mais ça s'arrête là. Alors que dans les RPG peut-être plus anciens, type les Wizardry ou le truc comme ça, il y a la notion de création d'équipe, de création de personnages, où là on est libre de choisir qui on est, et surtout il y a la notion d'équipe de plusieurs personnages qui font un RPG, il y a ça dans Baldur's aussi, qui ressemble plus à ce qu'il y avait dans le RPG sur table, où il y avait une équipe de gens qui jouaient. Et dans les autres courants, il y a la façon dont ça a été interprété en Orient ou en Occident. Le RPG n'a pas donné la même chose. Il y a le JRPG et le RPG occidental qui sont des interprétations finalement assez différentes de ça. Mais tout ça, en fait, ce qui a été également retranscrit, du coup, c'est ce qu'il y avait dans le jeu de rôle papier, pour le coup, qui est la durée. C'est des jeux qu'on fait sur la durée. C'est des jeux qu'on fait entre amis pour se retrouver régulièrement. Et du coup, on fait ce qu'on appelle des campagnes, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires sur un nombre d'épisodes important. Et ça a donné des jeux vidéo qui, effectivement, ont une tendance à avoir une durée de vie très très longue, parce qu'ils reproduisent cette histoire de raconter une saga limite entre deux personnages, leur évolution sur le long terme, etc. Donc, d'ailleurs, le concept même d'évolution d'un personnage implique qu'il se passe du temps, sauf si on se défait complètement de la cohérence sur le sujet, mais voilà, ça implique un temps long, une évolution lente, et donc une histoire qui va se dérouler sur très longtemps, quoi. Donc le RPG, effectivement, ça peut-être fait partie des jeux qui, quel que soit le style, qui sont très longs aujourd'hui. Et c'est marrant parce que c'est rejoint par les jeux plus systémiques que sont les roguelikes, qui ont tendance aussi maintenant à être des jeux très longs, ou en tout cas sur lesquels les gens peuvent... Les roguelikes et les tacticals sont d'autres types de jeux qui ont des caractéristiques communes avec le RPG aussi un peu, mais qui sont pareil, là où on raconte une histoire très longue dans un RPG, dans un roguelike ou dans un tactical, on refait des choses, on joue très longtemps sur un système où on boucle sur la même chose. Et c'est deux façons de faire, mais dans tous les cas, c'est une histoire de temps très long. Et pour relancer les choses sur le sujet, en fait, j'ai l'impression moi que c'est une question aussi de temps. J'ai beaucoup joué aux jeux de rôle quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup moins de temps pour le faire. Et c'est pareil pour les jeux, en fait. Je ne referai pas aujourd'hui des Baldur's ou des choses comme ça, c'est beaucoup trop long. Alors que, donc, en fait, quand on va changer en fonction des styles de vie, il y a des gens qui pourront faire des jeux très longs et d'autres des jeux n'auront plus le temps de faire ça. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y ait des jeux qui soient très longs et très bons parce qu'ils sont longs, et aussi des jeux qui sont très bons parce qu'ils sont courts. Des jeux qui se font en 2 soirs en coop à 2, c'est hyper intéressant, autant qu'un jeu sur lequel on va passer 500 heures tout seul dans sa cave, quoi. Mais justement, là, tu as abordé la question de jouer tout seul pour les jeux de rôle qui sont très très longs. Pourtant, c'est pas si individuel que ça, parce que, par exemple, pour mon cas à moi, je pense que je suis pas la seule. Je ne joue pas en fait au RPG parce que je suis pas très douée avec la manette. J'ai pas grandi avec tout ça, mais par contre, j'apprécie énormément de regarder les personnes jouer parce que je vais pouvoir coopérer en discutant avec la personne qui est aux manettes, en suivant l'évolution du jeu. Donc le spectateur, justement, dans ces questions de RPG, est-ce que la longueur, ça va pas être un frein? Et est-ce qu'il est vraiment pris en compte? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à chercher de ce côté-là? D'une manière assez paradoxale, le RPG aujourd'hui se popularise dans les grosses productions. Dans Assassin's Creed, The Witcher est un jeu de 80 heures, voire plus. Et c'est vrai qu'il y a un truc assez paradoxal là-dedans, dans la mesure où le jeu vidéo, dans sa dimension grand public, est inconsommable. C'est un produit de consommation qui a pour objectif de se vendre le plus massivement possible. En tout cas, c'est l'un des principaux objectifs. Et c'est vrai que, par exemple, pour un Assassin's Creed, faire du RPG, c'est pas forcément la chose qu'on imagine en premier, parce que c'est un jeu consommable. On n'imagine pas que les gens passent 200 heures sur un Assassin's Creed. C'est souvent le genre de jeu qu'on fait, qu'on passe à autre chose, et voilà. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la durée de vie, c'est plus que la durée de vie pure, c'est-à-dire le temps de jeu en lui-même, c'est le rapport au temps de jeu qui m'intéresse.
Et par exemple, dans un RPG comme Baldur's Gate, mais plus récemment, il y a des exemples comme les Divinity Original Sin du studio belge Larian, qui sont aussi des RPG très très inspirés du RPG papier, enfin, du jeu de rôle sur table, et qui reprennent le principe de l'équipe de personnages et qui, pour le coup, permettent de jouer en ligne ou en coopération locale, ce qui remet un petit peu au centre du principe du jeu de rôle l'aspect humain, l'aspect coopération avec d'autres personnes réelles. Et bon, c'est une anecdote personnelle, mais c'est vrai que ce jeu-là, j'ai dû y jouer peut-être 80 heures avec ma compagne, mais jamais sur une période très courte, comme on le ferait avec un jeu, on va dire, produit de consommation, comme là, le prochain Red Dead Redemption qui va sortir, tout le monde va se ruer dessus, et il va y jouer quasiment de manière exclusive pendant un certain temps. C'est des jeux, en fait, qui permettent de faire des sessions de jeu relativement courtes, 1 heure, 1 heure et demie, mais d'y jouer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et d'y revenir en fait quand on trouve le temps avec les personnes avec qui on joue, exactement comme un jeu de rôle sur table. Et c'est vrai que du coup, la notion de temps, en fait, j'ai plus le temps par exemple, pour jouer à des RPG, c'est quelque chose qui est assez variable en fait, c'est assez relatif, c'est-à-dire un jeu de 100 heures. Si on se met à jouer sur une période de 6 mois en picorant, comme on peut le faire avec un jeu de rôle sur table, finalement, ça ne devient pas envahissant dans la vie d'une personne. Et donc c'est pour ça que la durée de vie, je trouve que c'est pas vraiment le débat en tant que tel qui est intéressant, c'est plus le rapport au temps de jeu et le rapport à une durée de vie brute. Voilà. Comme finalement un bon roman. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai plus le temps de lire, évidemment, parce qu'il y a la fatigue qui peut s'accumuler aussi. Mais des fois, il y a aussi le plaisir de prolonger la lecture du roman parce qu'on a envie de rester avec le personnage, on a envie de continuer cette aventure. Et on va même parfois faire exprès, enfin, je sais que pour mon cas aussi, encore une fois, je fais exprès de prolonger le temps de lecture, de ne pas tout lire d'un coup pour rester le plus longtemps possible dans l'univers. Donc c'est un peu ce rapport-là qui est très intéressant avec ce que tu dis. C'est un truc qu'on peut facilement retrouver dans des éléments de gameplay de ces fameux jeux de rôle, justement, où on va pouvoir avoir l'option de faire ou non des quêtes annexes qui, justement, permettent de continuer, finalement, à rester dans le jeu, ou si on a juste envie de faire le scénario principal, c'est possible aussi. Parfois, ça a l'excès, parfois, ça devient très ennuyeux, parfois, c'est très intéressant. J'aime bien Witcher 3 comparé à beaucoup de gens ici, j'ai l'impression, mais où je trouve que justement le fait d'avoir des quêtes scénarisées, même quand c'est juste des quêtes annexes, mais qu'elles sont toutes intéressantes, permettent de vraiment rester dans le truc. Parfois ça devient trop long, enfin, c'est un peu le problème, mais il y a le côté aussi où on va essayer de pousser les gens à y rester pour des raisons purement marketing ou autres, bien sûr aussi, mais ou comme argument de vente. Enfin, ça, je ne vais pas reprendre les arguments de Game Next Door parce que c'est les vôtres, mais il y a ce truc-là à prendre en compte aussi, et je trouve que c'est assez vrai, le fait de vouloir juste prolonger le plaisir. Malgré tout, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'était Franck, j'ai oublié ton prénom, Franck, Florent, le fait de vouloir à tout prix j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave, je passe le briquet. Là où le jeu vidéo, excuse-moi, sauf si tu veux vraiment rebondir dessus, non c'est bon. Ah, pardon. Ouais, en fonction des jeux, on va dire que la durée de vie peut avoir une définition assez différente si on est dans des jeux plutôt linéaires. Donc, je ne vais pas dire que The Witcher 3 est linéaire, parce que comme tu disais, beaucoup de quêtes annexes et tout, mais en général, on va dire que cette durée de vie, c'est à peu près le temps que ça te prendrait en fait, pour faire le scénario principal. Et ensuite, ça va dépendre des jeux. La durée de vie, en soi, c'est pas le jeu qui écrit Game Over, c'est le moment où on décide de reposer la manette et de ne plus la reprendre pour le jeu. Et ça, en fonction des jeux... pour faire la comparaison, tu prends Zelda par rapport à Witcher 3. Disons que Zelda propose, lui, il y a une ligne droite en fait qui est beaucoup plus optionnelle. On peut vraiment rusher en fait le boss de fin. Entre guillemets, en soi, la durée de vie, théoriquement, elle peut être de, je sais pas, entre 5 et 10 heures si on se dépêche et qu'on est novice par rapport au jeu. Alors que Witcher 3, on dirait, si tu rushes vraiment le cadre principal, t'en as pour minimum, je pense, 30-40 heures, même si tu montes très facilement dans les 80. Là, par contre, Zelda, je pense que tu peux avoir un écart beaucoup plus gros, en fait, où tu peux vraiment partir de 5 jusqu'à ensuite les maximums 100, 150. En fait, je trouve ça intéressant qu'on ait commencé une table ronde sur la durée de vie en parlant de RPG, parce que récemment, beaucoup de jeux qui ne sont pas spécialement des RPG ont intégré des dimensions propres au RPG, justement comme un argument marketing pour dire « t'as vu comme il est long mon jeu ?» On voit ça avec Assassin's Creed, avec God of War, etc. Et ces dimensions RPG, elles sont vraiment là pour dire « vous allez pouvoir jouer super longtemps ». L'industrie a un peu le cul entre deux chaises, puisqu'il faut absolument que le jeu soit long.
pour pouvoir le vendre, parce que c'est un argument de vente. Si le jeu est trop court, ça vaut pas le coup de dépenser 60 € pour l'acheter. Et en même temps, il faut bien vendre des jeux, plus de jeux, toujours plus de jeux. Donc il faut pouvoir en développer plus. Plus un jeu est long, plus il est long à développer. Il faut également que le joueur ait fini le jeu assez vite pour pouvoir en racheter un autre. Et il faut aussi que le jeu ait peu de rejouabilité pour pouvoir en acheter un autre, ce qui n'est pas le cas des RPG qui en général ont beaucoup de rejouabilité. Et donc ça pour dire, ça me fait aussi penser à un cas assez récent qui est le cas de la série des Dragon Age de BioWare. Dragon Age 2 s'était mangé des critiques absolument détestables, notamment parce qu'il était considéré comme trop court par les fans. Donc BioWare s'est dit, ah bah d'accord, on a compris le message, le prochain Dragon Age Inquisition, vous allez voir, il va être long. Et alors ils se sont dit, bah, on va rallonger la durée de vie. Et ils n'ont pas réfléchi à comment on peut faire ça intelligemment, ils se sont dit juste, on va mettre des objets à collectionner partout dans le jeu. Donc on va collectionner, je sais pas, des mosaïques, des éclats de trucs, des fleurs, etc. Tout ça pour juste faire un jeu plus long artificiellement et pour pouvoir dire, regardez comme c'est merveilleux, comme il est long notre jeu. Et c'est un truc que je trouve assez embêtant avec les jeux récents parce que on a du coup, pour le joueur, en tout cas pour moi, ça crée une sensation de frustration assez importante. Genre, j'ai pas fait le jeu à fond parce que j'ai pas récupéré tous les trucs qu'on pouvait collectionner. Et voilà, donc c'est un truc qui me gêne beaucoup à l'heure actuelle, c'est que il y a une certaine, c'est devenu un argument de vente, la durée de vie, et je trouve que du coup ça crée des trucs qui sont très très faux dans les jeux vidéo et qui les rendent plus désagréables qu'autre chose, en tout cas pour moi. J'ai à peu près le même type d'exemple avec un jeu que j'ai fait récemment sur 3DS qui s'appelle Bravely Default. Et c'est un jeu qui aurait pu être très bien s'il s'était arrêté au bout d'une trentaine d'heures, c'est-à-dire une fois qu'on avait fait les 4 donjons principaux et qu'on avait battu le boss de fin. Et ils ont allongé complètement artificiellement la durée de vie en proposant de refaire exactement le même trajet et les 4 mêmes donjons 4 fois, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 boucles de la même chose dans le jeu. Du coup, pour avoir la véritable fin, il faut refaire un nombre incalculable de fois les mêmes donjons. C'est très ennuyant et du coup, j'ai fini complètement frustré ce jeu. Il aurait été très bien s'il s'était arrêté au bout de 30 heures. Et quand je suis arrivée à la vraie fin, parce que j'ai fait les 5 boucles temporelles du jeu, j'étais très 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 énervée contre le jeu, vraiment. C'est intéressant. Et pour rebondir là sur ce qu'il disait, notamment l'argument marketing de la durée de vie, parce qu'effectivement, c'est comme ça que c'est vendu aujourd'hui un peu souvent. C'était une injonction qui était là déjà depuis le départ, en fait. Le côté, on vend un jeu, et même à l'époque, les jeux devaient avoir une certaine durée. Et moi, je me rappelle du premier jeu qui est sorti et où il durait 5 ou 6 heures, quoi. C'était juste une sorte de révolution, c'était Max Payne. Quand il est sorti, c'est quoi ce FPS qui dure que 5 heures, quoi. Et en fait, c'était hyper bien, et ça a un peu fait, ça nous a fait repenser, en tout cas en tant que consommateur, je trouve, notre façon de considérer la qualité d'un jeu. Effectivement, il n'y a pas besoin de manger des dizaines d'heures de jeu pour que ce soit bien. En fait, une expérience courte peut être hyper satisfaisante. Et on le voit aujourd'hui avec des jeux beaucoup plus, très éloignés de ce genre de choses. Mais typiquement, je pense à Gorogoa récemment, qui dure 2 heures. Voilà, et qui est vendu quand même autour de 15 € sur Steam, même s'il est moins cher sur iOS, parce que les gens ne savent pas acheter des jeux mobiles à plus de 5 €. Mais voilà, et les gens acceptent, le jeu a eu son succès, donc les gens acceptent d'acheter des jeux, même avec un prix tout à fait raisonnable, alors que l'expérience de jeu va être courte. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, rafraîchissant, et ça reboucle avec ce que je disais aussi, ça touche un public qui n'a pas forcément le temps d'investir 100 heures dans un jeu. Tout à fait, même si c'est seulement une petite portion finalement des gens qui jouent aux jeux vidéo. Et je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux jeux qui ont besoin d'être longs, mais en même temps qui ont besoin de se faire finir pour en acheter d'autres. Aujourd'hui, il y a quand même un chemin un petit peu au milieu qui sont les DLC et les microtransactions à l'intérieur des jeux. Et en fait, les mécaniques de RPG sont en fait une arme pour les game designers pour retenir les gens dans leur jeu et monétiser en fait ce temps de jeu via des achats in-game ou des DLC. Et aujourd'hui, tu parlais d'Assassin's Creed. Aujourd'hui, Ubisoft, dans l'ensemble de leur production, ils sont tous rentrés dans cette dynamique-là. Ça fait quelques années qu'ils y réfléchissent. Chez eux, la rétention, c'est vraiment le mot-clé pour une grosse partie de leur expérience qu'ils proposent. Et l'idée, c'est non seulement que tu achètes le jeu, donc 60 € on va dire, mais tu vas aussi acheter peut-être le Game Pass, ou tu ne vas pas l'acheter tout de suite, mais tu vas acheter le premier DLC, le deuxième DLC, des équipements, des skins, des choses comme ça, parce que c'est des jeux en fait qui sont
extrêmement ambitieux pour avoir du contenu parce que c'est ce qui parle aux joueurs, mais pour financer ce contenu, faut arriver à rentrer assez d'argent pour le produire, et du coup il y a ce genre de stratégie de monétisation qui se met en place. C'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est un concept qu'on emploie depuis pas si longtemps, qui est le Game as a Service. Et très clairement, en fait, c'était la logique de pas mal de MMORPG d'il y a 15 ans. Donc ça me fait beaucoup sourire de croire que c'est une révolution dans les modèles économiques, alors que c'est quelque chose qui existe depuis presque 20 ans. Mais au-delà de ça, ça va encore plus loin, parce que dans un jeu comme Assassin's Creed, tu as des quêtes journalières, tu as tout un ensemble de contenu qui est généré aléatoirement et qui tous les jours se renouvelle, qui tous les jours permet d'avoir de la monnaie virtuelle, et donc qui veut vraiment faire rester le joueur plusieurs mois sur le même jeu. Et comme tu l'as dit, c'est la rétention qui compte, tout simplement, parce qu'il y a un point important, c'est qu'en termes de budget de production de AAA, on a des budgets qui explosent, qui sont de plus en plus importants. On a parlé de la course au graphisme, il y a une autre table ronde tout à l'heure. C'est effectivement évidemment lié, mais les budgets de AAA ont vraiment augmenté de manière quasi exponentielle ces dernières années, et donc les modèles économiques sont aussi en train de muter pour s'adapter à ces coûts de production énormes. Et la réponse de certains éditeurs, c'est donc ces microtransactions. Il y a d'autres solutions possibles, mais voilà. La durée de vie aussi est liée sans doute à ces changements de modèle économique. La rétention dont tu parles, c'est une problématique qu'on voit beaucoup sur le mobile, et ça me fait penser qu'il y a d'autres jeux sur lesquels on passe énormément de temps, peut-être sans s'en apercevoir, parce que c'est par petites sessions, mais toute la série des Candy Crush de King, je pense que c'est un gouffre à temps incroyable pour certaines personnes, et voilà, qui vont y avoir passé énormément de temps. Donc il y a quelque chose dans la durée de vie qui est hyper importante, c'est une espèce de surenchère au nombre de niveaux sur ce genre de jeu. Mais c'est avant tout, pour le coup, c'est pas une problématique de rentabilité de la production, parce que c'est pas un triple A en termes de volume de prod, mais c'est une logique de rentabilité en termes d'industrie, où ils veulent juste faire des sous et que leur modèle économique, c'est les microtransactions, et que plus les gens reviennent, c'est la rétention, plus ils ont de chances de repayer, et ainsi de suite. Et on voit ces mêmes mécaniques-là, mais qui sont utilisées vraiment pour juste faire des sous. Là, en l'occurrence, pour Candy Crush, alors, je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais il me semble que les microtransactions, c'est pour gagner du temps, justement. C'est même pour la difficulté. Ouais, ça devient plus facile. Donc, indirectement, on peut dire que c'est un certain gain de temps, parce que tu pourrais peut-être réussir au fur et à mesure que tu joues. Jouer sans rien payer. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est compliqué. Ce que j'allais dire, donc, c'est peut-être pas le cas de Candy Crush du coup, mais là où il y a éventuellement une différence entre un Assassin's Creed qui fait des microtransactions et un jeu gratuit, et certains free-to-play, c'est que les free-to-play vont justement monétiser ce temps. En fait, il y a des jeux où si on ne paye pas, il faut attendre un jour, des heures. Il y a Warframe par exemple, qui est en plus qui a des mécaniques de grind. Et il faut attendre, parfois il y a des équipements, il me semble, qu'on forge, et il faut attendre des heures ou des jours. Mais on peut payer en fait dans le jeu pour avoir ces équipements plus rapidement. Donc dans le cas des free-to-play, ils vont vraiment monétiser en fait du temps. Clairement, soit on attend, soit on paye. Tu as l'exemple aussi de ces jeux qui proposent à l'achat, avec du vrai argent, des franges du jeu pour gagner du temps justement, et pas avoir à les débloquer soi-même dans quelque chose que tu pourrais faire normalement dans le jeu. Je pense à pas mal de Need for Speed récents par exemple, où tu peux débloquer toute un ensemble de voitures ou d'améliorations que tu peux débloquer dans le jeu normal, mais qui va te prendre un temps fou. Ou alors le cas un peu plus éthiquement discutable des jeux type Battlefront 2, où de la même manière tu peux débloquer avec les lootbox en fait. On en a déjà un petit peu parlé hier, mais ça rentre dans ce truc là aussi, c'est que certains, on joue sur la frustration, donc on veut pouvoir finir entre guillemets le jeu à fond, quitte à faire des trucs qui deviennent chiants en fait, c'est plus du jeu vidéo, ça devient du travail quasiment, ou de devoir farmer comme ça ces trucs pour essayer de les avoir, et qui parfois prend un temps tellement démesuré que certains préfèrent passer à la caisse, et du coup on joue sur cette frustration de manière financière. Là, c'est rigolo ce que tu racontes, ça me fait penser à une étude que j'ai lue sur le sujet de la décorrélation justement que les scientifiques sont en train de faire entre les circuits de l'endorphine et du plaisir,
On a tendance à associer l'endorphine au plaisir. Et en fait, l'endorphine, effectivement, encourage la répétition de comportements, mais ce n'est pas nécessairement lié à une sensation de plaisir. Et on le voit très bien dans les jeux à grind, notamment, où des gens vont être, notamment dans les MMO, vont se retrouver sur une sorte de travail. Ils se sentent obligés d'aller faire leur daily, ils sont obligés d'aller faire toutes les quêtes, etc. Et en fait, ils s'aperçoivent au bout d'un moment, s'ils y réfléchissent en regardant avec un peu de recul, qu'ils se font chier en jouant. C'est pas plutôt la dopamine, par hasard? Oui, si peut-être. Effectivement. Mais bon, sur le principe, c'est la décorrélation en fait de. On a tendance à penser que si on refait quelque chose, c'est parce que ça nous fait plaisir. En fait, au bout d'un moment, non. On refait quelque chose parce qu'on a pris notre psychologie nous impose de le faire quelque part, parce que la mécanique nous a pris, mais ça ne génère plus de plaisir. En fait, c'est pas moins le plaisir d'y jouer que plutôt le plaisir d'avoir fini, en fait, d'y mettre fin. C'est presque comme la cigarette, par exemple, de mettre fin à un manque, en fait, ou réussir à remplir un besoin, mais qui, derrière, n'est pas un vrai plaisir, quoi. Oui, tout à l'heure, il y a l'aspect collection qui a été évoqué. Et donc là, c'est pas vraiment du grind, mais il y a des gens en fait vraiment qui vont vouloir collecter, vraiment réunir tout, les Korogu, les plumes d'Assassin's Creed, je sais plus parler de sac à dos dans Dragon Age, je crois. Clairement, ça active, enfin chez certaines personnes, ça active vraiment je sais pas comment appeler ça, pathologie peut-être trop péjoratif, mais ça va pas être du plaisir, ça juste il faut que je collectionne et en soi, il y a pas une vraie, les gens sont pas dit on va mettre des plumes parce que ça va amuser les gens, non, les gens ça va activer vraiment le côté il faut que je les attrape tous, quoi. C'est là qu'il y a une distinction et un point qui est vraiment original dans le jeu vidéo en comparaison avec les autres formes de pop culture, même d'expression artistique en général. C'est qu'en fait on peut faire une distinction assez nette dans tout ce débat sur la durée de vie entre les jeux qui vont exploiter des faiblesses psychologiques, qui vont utiliser des mécanismes psychosociaux pour maintenir le joueur dans le jeu, en fait, tout simplement, dans une attitude joueuse, et les jeux vidéo qui ont une intention artistique. On peut parler de Gorogoa, reprendre cet exemple-là qui est très juste, qui dure 2 heures et l'intention, le propos passe à travers ces 2 heures. Ces 2 heures, pardon, je mue. Et donc c'est vraiment. J'aime pas faire la distinction que ferait le philosophe Théodore Adorno entre art et produit de consommation. Par exemple, le blockbuster serait un produit de consommation et un film d'auteur serait de l'art. Mais c'est vrai qu'on peut quand même noter que dans les mécanismes exploités par certains industriels du jeu vidéo, Candy Crush, même League of Legends, utilisent ce genre de mécanisme psychologique pour maintenir le joueur dans une attitude joueuse. Et donc il y a quand même vraiment 2 écoles, si on veut, dans cette histoire de durée de vie. Il y a des productions qui utilisent justement toutes ces faiblesses-là du cerveau humain pour justement allonger la durée de vie et maintenir la personne dans une espèce d'addiction au jeu. Et il y a les formes d'expression, on va dire, un petit peu plus directes d'un propos qui veut passer et qui, pour le coup, est conditionné dans le temps pensé par le développeur. Je ne sais pas si je suis très clair, si tu veux réagir. Et encore, tu peux voir un jeu comme Darkest Dungeon, dans son propos, par exemple, c'est un jeu qui essaie de créer en toi cette espèce d'avidité de toujours plus, et qui fait qu'au fur et à mesure que tu joues, tu vas comprendre que tu dois te débarrasser de tes mecs parce que c'est ça qui te mènera à la victoire. Et finalement, c'est quelque chose qui opère sur la durée. Donc il peut y avoir des jeux qui peuvent l'utiliser comme ça. Mais bon, c'est plutôt exceptionnel par rapport à la norme, même si je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais peut-être laisser Max y aller. Pour rester un petit peu sur les jeux de grind, là c'est un peu particulier parce qu'il y a toujours un accord un peu tacite mais bancal en fait. Je prends l'exemple je crois que c'est Diablo 3 qui a été beaucoup patché en fait depuis sa sortie, où il y a eu des nouvelles extensions, enfin vraiment des patchs qui ont refait tout le jeu. Il me semble qu'il y avait... Ouais, ils ont enlevé beaucoup de choses, mais il y avait, je crois, il y avait un pourcentage de tomber en fait sur une arme légendaire. Il me semble qu'au début, en fait, on pouvait, donc il y avait, je sais plus, on va dire 0,5% de chance de tomber sur un objet légendaire
mais parfois on tombait sur un objet qui ne correspondait pas à sa classe et qui était donc inutilisable, et ça générait beaucoup trop de frustration. Donc ça a été patché. Il me semble que maintenant on peut seulement tomber sur un objet légendaire dans sa classe, mais ça reste quelque chose de très improbable en fait. Ça reste de 0,5%. Enfin, j'invente, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en fait, il y a une limite en fait quelque part qui existe entre les joueurs et les développeurs où c'est non, ça c'est trop, mais ça va. Ça, je veux bien grinder pour ça. Ça, non, c'est trop. Et c'est vraiment une équipe qui est difficile à trouver. Donc, dans ces mécaniques de rétention, il y a quand même des gens qui montrent qu'ils en veulent. Tu vois, du grind, il y a des gens qui prennent plaisir à grinder, à atteindre les objectifs qui sont fixés, et à travailler pour. Mais c'est vrai que la limite est quand même très floue entre le grind et le travail entre guillemets. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la fameuse chasse au trophée ou au succès qu'on peut avoir sur les jeux. Bon, j'en sais quelque chose, c'est un truc que je lutte contre moi-même pour arrêter de faire ça. Parce qu'il y a des cas où les développeurs eux-mêmes en jouent en fait parfois de manière complètement excessive. Je me demande si c'était pas, non, je crois pas que ce soit pour Doom, mais il y a un jeu, il y a un éditeur comme ça qui est fondamentalement contre ce système-là et qui fait des trophées fondamentalement impossibles à obtenir. Quelque chose, enfin, il faudrait jouer comme quelque chose, travailler. J'ai failli faire le lapsus. Mais il faudrait jouer comme quelque chose comme 2000 heures pour réussir à l'obtenir. Et en fait, ils jouent sur ce truc-là. Et peut-être qu'il y a une dénonciation de ce truc-là aussi. Mais on retrouve aussi dans ce fait de devoir jouer beaucoup pour finalement finir le jeu, parce que ce fameux trophée montre que tu as fini le jeu. En plus, il me semble qu'il y a un jeu dont le trophée platine, tu ne peux l'obtenir qu'en hackant le jeu. Du coup, c'est forcément que tu as triché si tu as obtenu le trophée platine. Donc il est impossible à obtenir, sauf en trichant. Ah oui, moi j'ai toujours des questions. Justement, on abordait tout à l'heure assez rapidement le côté un peu presque des générations, c'est-à-dire que y a des moments où on arrive à un certain stade de vie où on n'aurait plus le temps. Justement, il y a des théories contraires. Après, bon, je ne suis pas forcément d'accord avec cette théorie, mais c'est à vous de donner votre avis. Il y a certaines études qui abordent justement la question de des générations, c'est-à-dire que soi-disant, les plus jeunes seraient maintenant dans un besoin d'immédiateté, donc notamment avec les questions des nouvelles technologies, des téléphones portables, etc., et d'avoir un besoin parfois de finir le jeu plus vite ou d'atteindre des niveaux aussi beaucoup plus rapidement. Et ce serait aussi cette question de l'immédiateté qui ferait que, soi-disant encore une fois, la série prendrait le dessus sur le cinéma, par exemple, les séries télévisées, etc., ou Netflix, et que aussi justement les modes type Battle Royale, Fortnite, etc., seraient plus joués par les plus jeunes que les questions de RPG où là on va dans la longueur, etc. Alors votre avis sur ces théories Je ne connais pas la théorie, mais comme je suis le plus vieux ici certainement, je pense quand même qu'il y a une éducation qui se fait dans le game design. On le voit, il y a des systèmes qui sont institutionnalisés. Par exemple, les concepts d'achievement dont on parlait là, qui poussent au complétionnisme, ils sont institutionnalisés à tel point qu'on est obligé d'en avoir quand on fait un jeu si on veut le mettre sur les stores en ligne. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir être sur Steam ou sur n'importe quel store, avoir les achievements qui vont bien parce qu'ils sont dans le jeu, mais ils sont aussi sur la page Steam du jeu. Donc, il y a vraiment une institutionnalisation des systèmes. Et par rapport à ce que tu dis sur l'immédiateté, alors je trouve ça bizarre sur l'histoire des séries, parce que pour moi les séries c'est l'inverse, ça permet de passer encore plus de temps dans un univers. Pour moi la série est au cinéma l'inverse, c'est-à-dire que... Alors la série, pour préciser du coup le propos de ça, pareil, moi je suis pas forcément une adepte de ces avis, mais justement parce que la série, on est certes plus longtemps dans l'univers, mais c'est comme la question des niveaux dont j'abordais tout à l'heure. Finalement, il y a des personnes qui vont passer énormément de temps, voire beaucoup plus de temps à jouer à des jeux comme League of Legends par exemple. C'est un exemple type des personnes que je connais qui jouent depuis 6 ans à ce jeu et qui peuvent y jouer tous les jours, alors que une fois qu'on aura fini Assassin's Creed, on l'a fini et on va pas y rejouer pendant un an. La question des séries, c'est que justement on atteint plus vite la fin de l'épisode. Donc le côté du challenge ou de l'envie de continuer est plus rapidement renouvelé, contrairement potentiellement à un film où certes on est plus court sur la durée de temps dans l'univers, mais par contre il y a plus de longueurs qui peuvent être mis. Le suspense serait, j'utilise le terme serait, plus rapidement renouvelé dans la question de la série que dans la question du film. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question d'éducation en fait. L'industrie éduque les joueurs dans un certain style de jeu et vient influencer la façon dont ils vont jouer. La mode des tutoriaux, par exemple, est un très bon exemple. Les vieux jeux, ils n'avaient pas de tutoriaux. Enfin, on était balancé dans le jeu et c'était parfois l'enfer. Ou le tutoriel, c'était une doc papier à côté, très longue parfois, des fois bien écrite et marrante. Et on a lancé cette mode des tutoriaux
à cause d'un impératif économique qui était notamment sur les jeux Facebook à l'époque, justement l'acquisition facile des gens et la rétention. Et c'est pas des studios de jeux qui ont fait ces jeux-là, ce sont des boîtes de marketing qui ont utilisé des techniques d'A/B testing et de choses comme ça pour faire que les gens accèdent le plus facilement possible à la satisfaction d'avancer dans le jeu et reviennent systématiquement, etc. Donc là, pour le coup, on est dans la pure manipulation psychologique. Et ça a effectivement, je pense, éduqué aussi, là, pour le coup, les gens, et peut-être les jeunes générations qui ont l'habitude de jouer avec des jeux comme ça, à ce besoin de récompense régulier, immédiat, etc., qui est une vraie question quand on est game designer, de se demander pourquoi est-ce que je récompense le joueur tout le temps ? Est-ce que je veux, à un moment donné, ne fonctionner qu'avec cet intérêt-là ? Ou est-ce que j'essaie de lui raconter quelque chose et que du coup, c'est peut-être ça qui doit l'intéresser plutôt que d'avoir la prochaine étoile ou le prochain machin qui vient lui dire qu'il a avancé. Et là, il y a une question d'éducation. Et le game design, ce sont des mécaniques qui viennent s'appuyer sur la psychologie humaine et qui viennent l'exploiter quelque part. Après, c'est aux game designers de choisir ce qu'ils veulent faire de ça, notamment sur la question du temps de jeu. Et le problème, encore une fois, on y revient toujours, mais c'est que la majeure partie de l'industrie est dirigée par des impératifs économiques qui poussent à certains types de game design et beaucoup moins à d'autres. Il y a un élément intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le côté industriel dans les AAA. Et là, je repense à une excellente vidéo de Game Next Door, les deux messieurs qui sont là. Il y a certains AAA qui diluent leurs propos en raison de ces impératifs économiques. Il y a l'exemple de God of War qui était cité. Mais c'est vrai que dans la sphère indépendante, il y a quand même énormément d'expériences qui sont pour le coup extrêmement courtes, ou qui peuvent être 5-6 heures, mais qui, dans leurs propos, sont très resserrés. C'est-à-dire que du coup, le message passe efficacement, alors que dans certains AAA comme God of War, il y a un message, effectivement, ça raconte quelque chose, ça dit quelque chose, que ce soit des créateurs, que ce soit de leur intention, mais les impératifs économiques qui ont dicté certains choix font que le message est dilué dans une expérience trop longue, et donc on perd peut-être en efficacité, on perd peut-être en impact, en intensité du message. Et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, assez dommage qu'en fait les créateurs, tu répondras, soient d'une certaine manière bridés ou d'une certaine manière contraints de diluer leur message. L'exemple de God of War est vraiment très parlant pour des questions justement de rétention du joueur et donc ces impératifs économiques, quoi. Mais après, c'est pas seulement une question d'impératif économique pour moi, parce que tu le mentionnais un peu plus tôt, c'est une question de culture en fait aussi. C'est quand on testait les jeux, on les a toujours testés comme des logiciels, faut le dire, et c'était combien de temps il allait me durer. Et ça, c'est à nous de se questionner. Et moi, je suis sûr que si je demande dans la salle à tout le monde, est-ce que vous préférez des jeux longs ou des jeux courts, on va pas tous avoir la même réponse. Et c'est à ça vraiment que moi, quand on parle de durée de vie, c'est vraiment ce genre de questions que j'ai envie de poser. C'est quelle culture on veut, quoi. Est-ce qu'on veut des jeux qui nous occupent, ou est-ce qu'on veut des jeux qui nous proposent quelque chose et qui vont nous enrichir. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais bref. Et c'est ça et les deux sont légitimes en fait. On peut retrouver un confort. Moi, Darkest Dungeon, j'y ai passé un temps fou, parce que c'était un peu mon jeu cocon, quoi. Je me retournais dedans. Alors c'est le jeu cocon de l'enfer, mais c'était quand même mon cocon. Et j'y ai éprouvé un véritable intérêt comme ça. Et en plus, je trouve que le jeu fonctionne à ce niveau-là. Mais il faut se poser la question. Et God of War, quand on va dire, moi je trouve que 20 heures c'est trop long, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont te dire que c'était pas assez, parce qu'ils ont payé 60 € et que c'est pas ce qu'ils attendent d'un produit qu'ils ont acheté. Et ça questionne vraiment notre culture de joueurs et de joueuses, quoi. Non, juste pour revenir rapidement sur ce que tu viens de dire sur God of War, qu'il y a des gens qui vont dire que 20 heures c'est pas assez parce qu'ils ont payé 60 €. Ça peut être aussi 20 heures c'est pas assez parce que je veux rester dans cet univers. Ça peut être aussi 20 heures c'est pas assez, je veux passer plus de temps avec ces personnages, je veux voir plus de choses leur arriver, je veux passer plus de temps avec ces mécaniques de jeu. Et moi je peux parfaitement le comprendre. Là où ça va me déranger, c'est quand l'impératif économique va presque dénaturer le jeu. Et je reviens sur mon exemple de Dragon Age Inquisition, c'est parce que c'est un des trucs les plus marquants pour moi. La vraie fin de Dragon Age Inquisition est dans un DLC. Donc tu passes, et c'est un jeu vraiment très très long, on peut passer une centaine d'heures sur Dragon Age Inquisition, et la trame scénaristique principale est extrêmement décevante,
surtout parce que le méchant est en mousse. Et en fait, il faut que tu achètes un DLC qui est sorti presque 1 an plus tard pour te rendre compte qu'en fait, depuis le début, gros spoiler, le méchant, c'est un mec de ton équipe et que tu t'es fait grave duper. Mais alors, quelle idée de mettre ça dans un DLC? Et à un moment, en fait, ça a dénaturé le propos du jeu. Il y a un impératif économique qui a vraiment juste dénaturé l'histoire, le message, tout ce que le jeu essaie de construire à cause, et ça, là pour moi c'est là qu'on touche vraiment. Enfin, finalement God of War c'est pas si dramatique que ça quand on voit des cas comme ça, ou qu'on voit pareil Dragon Age Inquisition, je reviens encore dessus, BioWare était un de mes studios de jeux vidéo préférés parce qu'il faisait d'excellents jeux couloirs. Donc des jeux couloirs, à l'inverse du monde ouvert, c'est t'as pas le choix, tu vas du point A au point B, il va t'arriver telle chose, telle chose, telle chose. Mais c'était extrêmement bien écrit, il y avait des embranchements scénaristiques, etc. Et puis un jour, pareil, impératif économique, tout le monde fait du monde ouvert, c'est ce qui marche, il faut qu'on fasse du monde ouvert aussi, sauf qu'ils savent pas le faire. Et les jeux BioWare, tout d'un coup, sont devenus, avec Dragon Age Inquisition ou Mass Effect Andromeda, des très mauvais jeux, parce qu'ils ont voulu se positionner sur un truc qu'ils vivaient comme l'impératif économique de voilà comment on doit faire du jeu. Et c'est là que moi, ça commence à me déranger. Ça met en valeur un truc qui a existé, alors qui est en train de changer encore, heureusement, donc c'est plutôt chouette, mais qu'on a quand même vu et qu'on voit encore depuis des années sur les journaux ou les sites internet de tests de jeux, pour ne pas citer jeuxvideo.com par exemple, qui a toujours cette case du note durée de vie, note de la durée de vie. Ça n'existe plus, mais ça a existé pendant des années. Bon, ça change dans le bon sens, tant mieux. Mais pendant très très longtemps, c'était une des fameuses notes. Il y avait les graphismes, la musique, le scénario, la durée de vie. Et ce truc-là était un truc que, personnellement, en tant qu'expérience personnelle, je regardais toujours cette note aussi avant d'acheter un jeu, parce que à l'époque, j'en voulais aussi pour mon argent, etc. Et que j'avais pas cette réflexion de peut-être qu'un jeu peut être excellent en ne durant que 10 heures. Et je me souviens très bien de notes un peu qui saquaient des jeux parce qu'ils duraient que 10 heures, etc. Et malgré tout, derrière, je me suis rendu compte que j'avais quand même énormément apprécié ce jeu-là, en y réfléchissant après coup, mais on est vachement conditionné. Et ce truc-là, tu parlais d'éducation tout à l'heure, ça rentre un peu dans cette ligne de compte, c'est qu'on a été habitué finalement à vouloir ce truc-là et qu'il faut vachement se remettre en question là-dessus, quoi. Ouais. Alors, juste, si vous avez encore des choses à dire, on va devoir passer aux questions du public, du coup. Ouais, juste, moi, maintenant, tu vois, je vais regarder la durée de vie, mais sur How Long to Beat, parce que comme j'ai pas le temps d'y jouer, je regarde, et si les jeux ils dépassent 35 heures, c'est fini, j'y touche pas. Moi, passer 100 heures c'est impossible aujourd'hui. Persona 5, j'ai pas pu le finir. The Witcher 3, j'ai pas pu le finir, parce que moi, mon temps de jeu, ça va être au grand max 1 heure par jour en moyenne, et ça veut dire que Persona 5, c'est 90 heures pour le finir, ça veut dire que c'est 3 mois sur le même jeu. Donc, c'est plus possible. Donc voilà, aujourd'hui, je suis complètement dans l'inverse, et je pense qu'on parlait un peu du vieillissement des joueurs et joueuses, et quand on a un taf à côté et compagnie, ça devient de plus en plus difficile de se mettre sur ce genre de jeu-là, parce que c'est plus possible de s'y investir, et si on a envie de voir le bout et voir justement le propos qu'a voulu faire passer les créateurs-créatrices, on n'y arrivera pas. Alors qu'on peut passer 300 heures sur Darkest Dungeon. Bon, 50, mais ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Voilà. Dans le public, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc vous pouvez continuer alors, c'est encore sur le... Du coup, justement, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle manière de consommer le jeu vidéo, justement, qui découle de ça, du fait d'avoir des enfants, etc. C'est qu'il y a pas mal de gens qui veulent quand même vivre finalement certaines histoires et qui vont finalement regarder des let's play ou des condensés, des parties scénaristiques sur YouTube, par exemple. Et c'est un truc perso, j'ai fait pour des jeux que j'avais pas envie de faire. Par exemple, The Witcher 1, j'avais pas envie de le faire parce que je sais qu'il avait mal vieilli, etc. Je l'ai regardé sur YouTube juste pour avoir l'histoire, pour pouvoir ensuite faire les suivants, et ça m'allait très bien. Et voilà, ça change la manière de le consommer, qui du coup passe complètement outre le but des développeurs, mais c'est souvent pour des vieux jeux, mais je pense qu'aujourd'hui on le voit aussi avec le fait qu'il y ait énormément de let's players. Ça prend beaucoup de temps aussi parce que les gens le jouent en direct, mais c'est une autre manière de le consommer aussi, et peut-être parfois pour certains de gagner du temps, de le faire par exemple dans le métro pour regarder une vidéo ou des choses comme ça. Oui, c'est la transition parfaite, parce qu'en fait moi je passe 1h30 dans les transports en commun pour aller au travail et le même temps pour revenir. Et du coup le choix de Nintendo par exemple de sortir une console comme la Switch qui permet de rendre portable des jeux aussi ambitieux que le Breath of the Wild, pour moi c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que je passe beaucoup de temps à jouer dans les transports, et malheureusement il y a plein de jeux de consoles de salon que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le temps quand je suis chez moi, mais ce temps je l'ai en fait, il existe dans mon quotidien, et j'aimerais pouvoir l'utiliser pour faire de grands jeux.
Et voilà, j'ai pu faire ce genre de jeu comme ça et je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Et en plus, dans le cas de Breath of the Wild, je connaissais quelqu'un qui est pareil, qui a des enfants, qui a un travail, qui a pas le temps de beaucoup travailler, enfin de faire des sessions de 2-3 heures, c'est pas vraiment possible. Mais dans le cas de Breath of the Wild, la personne y avait beaucoup joué, parce que c'est un jeu en plus qui propose des boucles de gameplay qui sont relativement courtes, où on peut très bien juste jouer 20 minutes, 30 minutes en se disant je vais aller en haut de la montagne, je vais trouver telle chose, je vais découvrir un peu le paysage ou débloquer une tour, et ça va, on peut s'arrêter là si ensuite on a un impératif. Et c'est une personne qui du coup y a joué, je sais pas, mais au moins 50 heures, alors que ça aurait été impensable pour plein d'autres jeux qui demanderaient des sessions en fait de plus de 2 heures. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire des sessions longues, on n'a pas parlé du fait que pendant de nombreuses années, pour arrêter de jouer à un jeu, il fallait trouver un point de sauvegarde. C'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein. Souvent, on peut s'arrêter quand on veut, mais pendant très très longtemps, on était conditionné. Et combien de fois on a continué sa partie alors qu'on ne voulait plus, jusqu'à atteindre le point de sauvegarde pour ne pas retrouver sa partie effacée. Ouais, comme l'exemple de Final Fantasy X, par exemple. Alors, ça c'est rigolo, mais c'est vrai que je me rappelle des vieux jeux qui n'avaient pas de point de sauvegarde. Enfin, Rick Dangerous, fallait juste le finir en fait, du début à la fin. Si t'éteignais, fallait recommencer après. Ou si tu te trompais de bouton et t'appuyais sur Reset sur Master System, par exemple, ça arrivait aussi. Juste, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas du tout défini la durée de vie. Ah oui, Max, tu l'as fait ? Sur le RPG, en fait. D'accord, mais c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant un peu, ça dépend vraiment du genre de jeu, parce que sur un RPG, on peut assez aisément décider que c'est le moment où le scénario s'arrête, comme tu l'as dit. Sur un roguelike, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que, de manière assez personnelle, c'est le moment où j'ai l'impression que le jeu m'a donné tout ce que j'avais à apprendre de lui. Pour Persona 5, que j'ai pas non plus terminé, je pense que ça s'est fini entre lui et moi autour de 45-50 heures. Même si le jeu est 2 fois plus long. J'estime pas avoir autre chose à apprendre de Persona 5, mais c'est vrai que c'est très personnel. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, vu que pour pas mal de gens, en fait, il y a une difficulté à définir vraiment ce que c'est que la durée de vie, puisqu'il n'y a pas réellement de fin, ou alors que le jeu propose tellement de choses à côté de son cœur d'histoire principale, qu'on ne peut pas vraiment dire que ça, c'est la fin du jeu. Je sais pas. Le site que tu as mentionné tout à l'heure, la How Long to Beat, il est intéressant parce qu'il donne deux notions. La notion comment on fait le jeu en moyenne pour aller au bout et combien de temps vont y passer les complétionnistes. Ce sont déjà 2 façons d'estimer un peu le temps que soi-même on va y passer en fonction de la façon dont on sait qu'on joue. Est-ce qu'un jeu qui réussit finalement, c'est pas un jeu qui arrive à faire coïncider tout ce qu'il a à t'apporter avec ce temps de jeu-là, quoi. Il se finit, il a exploité ses mécaniques, son propos, il est allé au bout, et puis basta, c'est terminé. Hotline Miami, tu peux mettre 3 heures pour le finir, et il a dit ce qu'il avait à dire en termes de mécanique, de level design, c'est fait, et voilà. D'accord. On va devoir arrêter. Un mot de la fin. Dernier petit truc, ça m'a fait penser à des jeux comme Overwatch, où la question de la durée de vie, pour des gens, c'est je vais jouer en compétitif et mon but c'est de rester diamant pendant 3 mois. Ces jeux-là, du coup il y a énormément d'aléatoires parce que ça dépend. Est-ce que je vais me retrouver face à une équipe très forte, ça va me faire baisser dans mon classement. Et ces jeux-là, par exemple, la notion de la durée de vie, elle est encore autre que on a quasiment parlé nous que de jeux avec des histoires. Donc du coup la question de la durée de vie, elle est assez simple à identifier. C'est quand on a terminé l'histoire, plus éventuellement le contenu rajouté ensuite par les développeurs, mais il y a aussi des jeux où tous les jeux en ligne, la question de la durée de vie est autre, et en plus, tu en parlais tout à l'heure, c'est des jeux qui sont beaucoup consommés par des gens jeunes, et c'est encore autre chose, et ils sont sans arrêt alimentés par du nouveau contenu, et virtuellement, la durée de vie est illimitée. Oui. Il y a plein de jeux à durée de vie limitée. Je pense les jeux de cartes, donc genre Hearthstone ou autre, où tu parlais de jeux cocon tout à l'heure avec Darkest Dungeon. Moi, c'est le cas avec Darkest Dungeon ou avec des tacticals comme XCOM. C'est des jeux auxquels je reviens de temps en temps. Je sais que les parties, voilà, et effectivement, j'ai un temps de jeu sur ces jeux qui se compte en centaines d'heures parfois, ou sur FTL, ou sur voilà. Et c'est parce qu'effectivement la durée de vie de ces jeux, elle est infinie, comme vient de le dire Natacha, mais parce que c'est juste que c'est pas des jeux à histoire, et c'est des jeux avec une procéduralité qui nous plaît. Après, chacun trouve le sien, et puis il passe le temps qu'il veut, quoi. Bon. C'est la fin, donc je vous remercie à tous pour votre participation. On se retrouvera pour certains dans la dernière table ronde du week-end sur le Binge Watching Beach Gaming d'ici 1 heure. Et là tout de suite, Nolan, on peut donc applaudir nos invités. Merci.